retour sur le plateau de Dimanche c'est politique à la suite du duel animé par Gilles Crichidi et ses invités. Le programme se poursuit. C'est l'heure de l'hebdo des éditorialistes. Et pour, disons, revenir sur cette année écoulée, j'ai le plaisir de recevoir Ricardo Pécou, journaliste à l'ORTB et présentateur à la télévision nationale. Bonjour. Bonjour. Meilleur vœu. Le réciproque, c'est un plaisir. Président Sarkondé. Bonjour. Un habitué de ce plateau, de retour après un long intermède. Bonjour, bienvenue. Merci, bonjour François Xavier, bonjour aux confrères. Je rappelle que vous êtes journaliste et analyste accessoirement. Le meilleur vœu. Un meilleur vœu à vous aussi. Vianney Hassani, l'aîné du plateau. Je rappelle qu'il est éditorialiste depuis peu au décennie du jeudi et directeur de l'agence Melting Pro de Paris. Bonjour. Bonjour François Xavier, meilleurs vœux à vous, meilleurs vœux aux confrères et puis meilleurs vœux aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Voilà, normalement Félicien Fayon du matinal devrait nous rejoindre d'ici là. Voilà, à la fois des questions, en tout cas des interrogations sur lesquelles nous allons nous appesantir ce matin pour décrypter quelque peu, pour revenir sur les grands moments de l'année 2021 écoulée. Nous allons peut-être commencer par la question de la présidentielle du 11 avril, qui est revenue dans les propositions de tout un chacun. Une victoire et des tensions. Je vais peut-être commencer par Vianney Hassani. Cette présidentielle, inévitablement, retient l'attention quand on fait le bilan de l'année 2021 écoulée. Oui, bien sûr, c'était un moment fort de l'année 2021. Parce que c'était la fin du quinquennat du président Talon, président qu'on a découvert dans l'action publique avec de nouvelles méthodes, une autre manière de faire de la politique. Et cette élection présidentielle donnait aussi le cap de nouveaux mandats. Ça s'est passé dans des conditions on va le reconnaître particulière parce que on a l'habitude de voir une élection présidentielle où il y a une flopée de candidats. Les conditions étaient un petit peu draconiennes, donc ça a créé en tout cas un certain nombre de vives tensions, un certain nombre d'échanges. Oui, ça a ouvert le champ pour des raisons qu'on pourrait analyser par ailleurs, donc un certain nombre de difficultés politiques qui ont entraîné même, sur le long de l'année un certain nombre de procès, donc, sur lesquels on va certainement revenir aussi. Oui, donc c'était un nouveau contexte politique. Et donc, effectivement, le 11 avril 2021, avec simplement 3 duos de candidats, ça aussi c'était une nouveauté, puisque généralement, on avait des élections avec un candidat. Là, on avait un duo de candidats à la présidence, candidat à la vice-présidence. Donc, c'était vraiment nouveau depuis 1990. La conférence nationale, 91, les premières élections générales au Bénin, donc présidentielles puis législatives au cours de cette année-là. On n'a jamais connu un tel contexte. C'est un nouveau souffle, le souffle de la réforme du système partisan qui, en principe, engage le Bénin dans une nouvelle dynamique politique, corrige un certain nombre de tares de la démocratie qu'on connaissait, que beaucoup ont, avec ses forces, mais aussi ses faiblesses, que nous pouvons qualifier de démocratie Nescafé. Donc on rentre dans un nouveau registre, avec aussi ses forces et ses faiblesses. Il y aura certainement des choses à corriger, mais c'est un nouveau départ qui a marqué cette année 2021 qui vient de s'écouler. Président Sarkondé, Vianney Hassani le faisait remarquer, c'était une élection avec de nouveaux outils, un nouveau contexte, les duos, on expérimentait aussi le parrainage. Ça a été d'ailleurs l'un des plus, ça a cristallisé les plus grosses, on va dire, les plus grosses frustrations. Et voilà, ça a été un prétexte pour faire tout et n'importe quoi. Voilà, on peut dire que cette présidentielle, comme il le dit, nous projetait dans quelque chose de tout à fait nouveau. Voilà. Oui, tout à fait. Vous savez, la présidentielle de 2021 et les législatives de 2019 ne sont pas aussi différentes que ça. Nous avons eu pour la première fois en 2019 et en 2021 des choses qui n'avaient jamais connu de telles ampleurs, ni aux élections législatives, ni aux élections présidentielles.
Et on peut constater que cela a été induit par la réforme du système partisan. Et là, je voudrais rejoindre le professeur Arif Bako qui dit par exemple que la réforme, en fait, il y a de ces choses-là que nous faisons pour des raisons données, mais qui amènent des résultats qu'on n'espérait pas. Sinon, je pense que les violences, les encrives, les adversités que nous avons connues en 2019 et en 2021 n'avaient jamais été espérées par les acteurs politiques quand ils étaient en train de mettre en place la réforme du système partisan. Mais ce sont des choses qui ont réellement eu lieu. Et 2021, par exemple, nous avons connu des excès. Vraiment des excès, et nous aurions souhaité que, en fait, on puisse s'asseoir, ça c'est moi, mon observation, qu'on puisse s'asseoir pour se demander si en 2019, nous avons fait des réformes qui ont induit des résultats qu'on n'espérait pas. Si en 2021, le même scénario s'est reproduit, on peut s'asseoir pour que cela n'arrive pas. Sinon que 2021, bon, outre les violences que nous avons connues, outre les escalades que nous avons connues, ça a été quand même, in fine, une fête. Une fête parce que l'investiture s'est passée dans de bonnes conditions. Même si jusque-là, les acteurs politiques, entre eux, n'ont jamais encore fumé le calumet de la paix de façon totale. Nous avons quand même de l'alcalmie, nous avons quand même une paix qui continue de régner. Nous avons un président, nous avons des institutions qui fonctionnent, donc c'est à saluer. Fumer le calumet de la paix, on espère au moins qu'ils aient au moins embouché la pipe. C'est tout ce qu'on peut espérer. Vianney l'a dit et puis mon confrère également l'a rappelé. L'élection présidentielle qui s'est déroulée dans les conditions qu'on connaît était quand même, je vais dire, une fête de la démocratie. C'est du moins ce qu'on a souhaité, une fête de la démocratie, même si elle a été entachée par quelques vives tensions qu'on a connues. Et cela prouve qu'en réalité, il fallait opérer cette réforme, la réforme du système partisan. Le président Patrice Talon l'avait d'ailleurs annoncé bien avant. Donc son objectif, c'est de pouvoir réduire autant que faire se peut les partis politiques. Et la nouveauté a été donc les duos avec lesquels nous sommes allés donc à cette élection du jamais vu, il a rappelé au Bénin. Mais quelque part, cela a permis d'avancer d'une façon ou d'une autre dans l'histoire démocratique de notre pays. Et donc désormais, nous savons que pour toute élection présidentielle, il faut forcément, en fonction donc de cette réforme du système partisan, aller dans ce sens. Et moi, je voudrais qu'au thème de cette élection, on puisse tirer les grandes leçons. Il a dit, les institutions de la République marchent. On a un président de la République qui continue dans sa dynamique, celle de pouvoir poursuivre les réformes, de pouvoir assurer le bien-être de toutes les Béninoises et de tous les Béninois. Et donc, pour moi, c'est qu'on devrait pouvoir poursuivre dans la même dynamique. In fine, c'était la fête de la démocratie. Il y a eu quelques soucis, mais par la grâce de Dieu, on en est là aujourd'hui. Voilà, en attendant de revenir sur les soucis, on peut dire que cette présidentielle du 11 avril vient, disons, marquer quelque peu la fin des réformes politiques, en tout cas majeures, parce que c'est l'aboutissement de tout un processus. Est-ce qu'avec le recul aujourd'hui, vous pouvez considérer que les acteurs politiques, quel que soit leur bord et quel que soit leur avis sur la question, intégrer voilà, tous ces nouveaux mécanismes-là, et c'est en tout cas la nouvelle donne simplement, et est-ce qu'on peut espérer qu'ils s'y adaptent, parce que 2022, ce n'est qu'une année charnière, 2023, on y repart. C'est une question intéressante. Je pense que c'est la question qu'il faut justement se poser au regard du processus politique et démocratique de notre pays depuis une trentaine d'années maintenant. Est-ce que tous les acteurs politiques ont intégré la nouvelle donne? Est-ce qu'ils s'y sont adaptés et qu'ils sont prêts à avancer dans ce sens-là? Je dirais au plan formel, au plan pragmatique, oui, pratiquement, même si il y a quelques-uns qui sont encore en prison, qui ont tenté d'être candidats aussi et qui ont été jugés. Donc il va falloir que cette plaie-là soit pensée à leur propre niveau, au niveau national. Je dis oui, mais il n'en demeure pas moins que
il y a certainement des ajustements, parce que le processus, la démocratie, c'est une amélioration continue de la qualité. C'est jamais parfait à aucun moment. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis d'ailleurs récemment. On voit que même en France aujourd'hui, ils sont à la veille d'une élection présidentielle. Il y a vraiment énormément de tensions politique, il y a énormément de clivages. Donc, alors que c'est une vraie démocratie. On peut même pointer du doigt la question du parrainage chez eux. Il y a beaucoup de leaders qui sont... Exactement, qui n'ont pas encore le parrainage. Éric Zemmour, qui a fait son l'apparition dans le sérail politique maintenant. Donc, il cherche encore ses parrainages. Probablement qu'il les aura, mais voilà. Donc, grosso modo, la démocratie est un processus d'amélioration continue. Nous avons connu, donc de 90, à l'époque de 90 à 2016, 2015, 2016, et ces insuffisances, on connaît maintenant une autre dynamique. Est-ce que l'ensemble des acteurs, au regard de toutes les adversités, de toutes les tensions qu'il y a eu, ont intégré? Je pense que oui, parce que je crois que récemment, d'ailleurs, les démocrates ont fait leur déclaration d'appartenance à l'opposition. Oui. C'est une donnée. Il y a eu la rencontre entre le président, donc la rencontre du 22 ou 23 septembre, entre l'ancien président Boni Yayi et le président... On va en parler tout à l'heure. Voilà. Donc, je pense que il y a une adaptation au regard du nouveau style qui est certes fait de fermeté, mais qui a une vision, une dynamique, avec certainement des ajustements à faire dans une dimension de dialogue, d'accord, puisqu'il faut toujours s'améliorer. Voilà, donc je pense que nous sommes en chemin et qu'on peut avoir de l'espoir. Sur la même question. Bon, sur la même question, je n'aurai peut-être pas tout à fait exactement le même point de vue, parce que pour moi, nous sommes à un moment où nous ne pouvons pas encore dire que la majorité des acteurs, parce que ceux qui sont actuellement en plein, en fait, avec la nouvelle donne, avec tout ce qui se passe, c'est beaucoup plus ceux qui sont dans la mouvance. Et la majorité des acteurs politiques, je dirais des grands leaders ceux que nous pouvons considérer comme grands leaders de l'opposition aujourd'hui, sont toujours, soit ils ne disent rien, soit ouvertement ils ne sont pas d'accord avec... Oui, mais bon, très concrètement, si on fait le tri, vous ne parlez que des démocrates, puisque, bon, la FCBE, chef de file de l'opposition, ils adoubent le système, ils y participent d'ailleurs, ils sont présents. Bon, en fait, il n'y a que les démocrates. Quand vous dites que les FCBE adoubent le système, pour moi, je ne sais pas... Non, ils ont adopté les nouvelles règles. Ils s'inscrivent dans une opposition républicaine. Oui, donc pour eux, non, parrainage en fait, et consort, bon, c'est pas un problème. Non, en fait, le simple fait d'être obligé, en fait, de suivre le courant ne veut pas dire nécessairement qu'on a intégré, à mon avis. Ça, c'est mon avis. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on a intégré. Mais cela ne remet pas en cause la légalité de la nouvelle donne. Il y a une nouvelle donne qui est là. En fait, il y a des principes de loi, des textes de loi qui sont là, qui sont à respecter. Que les gens soient d'accord ou pas, pour le moment, ce sont nos tests et ils se doivent de les respecter. Maintenant, ce que je disais, c'est qu'on peut constater qu'il y a certains qui pensent que, bon, en fait, on n'aurait pas dû arriver à ces tests de loi-là. Et qui, pour le moment, œuvrent à ce qu'on puisse arriver à des modifications qui, à leur avis, seraient plus inclusives. Maintenant, est-ce que nous allons pour autant dire que, en fait, ça ne va pas? Non, pour moi, ça va. Mais on ne peut pas dire que tout le monde a intégré. Ça, c'est ce que je voudrais souligner. Tout le monde, pour moi, tout le monde n'a pas encore intégré. Et il serait peut-être bienséant de penser à ceux-là qui sont toujours un peu ailleurs du système. Un peu ailleurs. Oui, un peu ailleurs. En fait, quand il dit un peu ailleurs, c'est... On y est ou on n'y est pas. Bon. Un peu ailleurs, c'est où précisément? Oh oui, en fait, c'est pour dire que ceux-là qui savent que quand les tests de loi sont votés, il faut les respecter, mais qui pensent que, en fait, eux, les tests de loi qui sont là, comme ils n'y ont pas participé de façon active, bon, ça ne les engage pas. On peut toujours trouver un moyen de les intégrer, pour moi.
Ricardo Pécou, est-ce qu'on peut dire, hein, pour finir avec cette question, est-ce qu'on peut dire qu'avec les deux procès de décembre, qu'on en a fini avec tout ce qu'il y a eu comme tension inhérente à la présidentielle de 2021, parce que si on revient sur l'interview du chef de l'État à France 24 et RFI, c'était pour lui, en tout cas, la conditionnalité pour toute autre chose. Il fallait que justice soit faite, que les différents acteurs puissent répondre de ce qu'on leur reproche devant la justice. C'est fait, en décembre en tout cas pour les acteurs majeurs. Est-ce qu'on peut dire qu'on en a fini avec toute cette séquence de 2021 présidentielle? Comme vous l'avez tous rappelé, l'État fonctionne, les institutions fonctionnent. Disons que le bal judiciaire aussi est venu clôturer un peu toute cette année. Non, mais moi je pense que c'est une décision de justice qui a été rendue, même si entre les lignes, quand on fait les analyses d'une façon ou d'une autre, la politique également, ça renvoie aussi à une affaire politique. Mais de toute évidence, moi je ne dirais pas que on finit comme ça avec les problèmes qu'on a rencontrés en 2021. La décision de la justice a rendu une décision. On est amené à tous respecter cette décision de justice, mais en même temps, il faut voir dans l'application de cette décision de justice, on l'a dit, ces deux personnes qui ont été condamnées d'une façon ou d'une autre sont tous des Béninois, évidemment, et comme nous d'ailleurs. Comme nous d'ailleurs, et, comme tous les autres et condamnés aussi. ont eu quelques soucis avec la justice. Et donc, ils doivent pouvoir répondre de leurs actes devant la justice. Maintenant, c'est au chef de l'État, c'est à la première personnalité de l'État de décider après ce qu'il pourra faire pour, d'une façon ou d'une autre, penser à ces personnes-là. Je ne vais pas parler d'une grâce présidentielle, ce que les gens souhaitent. Mais on ne peut pas faire le lien avec dire d'office que c'est fini, 2021 s'en va avec tous ces soucis. Ça reste dans les esprits. On reste marqué par tout ça. Maintenant, le reste, il faudra travailler pour l'unité nationale. Et le chef de l'État l'a dit, il faudrait, dans son discours, il faudrait qu'on puisse tous travailler pour l'unité nationale. Et c'est à ce prix que le Bénin va se développer. Voilà, je reste avec vous parce qu'au détour, en tout cas bien des mois après cette séquence de la présidentielle, où, qu'on le veuille ou non, le président de la République, puisque il était candidat à sa propre élection, on peut dire que sa victoire était une sorte de plébiscite au regard des chiffres. Après, on a eu cette rencontre que d'aucuns espéraient sans vouloir trop y croire, qui est survenue à un moment où personne ne s'y attendait. Je veux parler de la fameuse rencontre Yahi Talon. Vous avez proposé ce sujet. Je reste avec vous donc pour en parler. Yahi Talon, la paix des braves, c'est pas une affirmation, c'était une question que vous posiez, parce que cette séquence aussi a été l'une des grandes images fortes de cette année. Oui, l'une des grandes images fortes de cette année, François Xavier, mais l'un des moments également auquel aucun Béninois ne s'attendait d'ailleurs, parce que vous vous rappelez qu'après la rencontre qu'il y a eu entre les deux hommes, en présence donc du président togolais et puis du président ivoirien, c'était en Côte d'Ivoire, et puis après il y a eu des rencontres espérées au Bénin mais qui n'ont pas finalement eu lieu, et donc il faut dire que cette rencontre était attendue par tous les Béninois parce qu'on considérait que ces deux personnes avaient dans leurs mains, je dirais, le destin du Bénin. Et donc quand cette rencontre elle est intervenue, personne ne s'y attendait. Ça a fait d'une façon ou d'une autre une tache d'huile, je vais dire, dans l'histoire politique de notre pays. Moi, je tire de cette rencontre 2-3 leçons. La première, c'est l'humilité, en fait, des deux hommes qui ont mis tout ego de côté et qui ont pensé au bien-être des Béninoises et des Béninois, parce que finalement, Yahi Talon, on entendait trop cela, finalement ça saoulait. Et donc ils ont mis
tout ce qu'on peut qualifier d'ego de côté pour penser au bien-être des Béninoises et des Béninois. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut préciser, c'est qu'en fait, cette rencontre intervenait à un moment capital. On a eu les violences qui sont passées et on sait que dans une partie du nord du pays, cela a été un peu fort. On a eu, je dirais, ce moment où l'ancien président Boni Yayi a dû rester chez lui pendant quelques jours, en 2019. Et donc, il fallait forcément que cette rencontre intervienne pour calmer tous les esprits. Et je pense que cela, c'est la deuxième leçon. Et la troisième qui m'amène à nous poser des questions, c'est quelle sera la suite? Il y a eu une rencontre, oui. On a vu ce que Boni Yayi a demandé au président Patrice Talon, le président Patrice Talon qui l'a écouté. Après ça, on n'a plus de rencontres, on n'a plus d'informations. Alors, est-ce que il a finalement donné suite à tout ce que Boni Yayi demandait? Première question. Deuxième question, quelle sera la suite? Est-ce que ces deux hommes doivent toujours forcément se rencontrer ou il faut carrément créer un creuset où les anciens chefs d'État doivent se réunir, penser au développement du pays, penser aux grands sujets de la nation? Il faut se poser ces questions. Boni Yayi, Patrice Talon, oui, mais l'après, c'est quoi? Mais l'après. Alors, l'après, déjà, je voudrais dire que cette rencontre aurait dû se tenir plus tôt, puisque ça a ouvert la voie à ce que le président Boni Yayi, qui nous avait annoncé qu'il serait pasteur à la fin de son... On l'a vu au Nigeria. On l'a vu en action. On n'a fini pas de voir pasteur. Bon, ça c'est pour dérider un peu, pour la boutade. Mais l'idée de forum, oui, pourquoi pas, parce que l'objectif, c'est un peu de faire en sorte que tout ce qui crée de l'adversité hors champ de la concurrence démocratique normale soit réglé. C'est pour ça que l'une des conséquences que je voudrais tirer de cette rencontre de septembre dernier, c'est la preuve que tout est possible en termes de dialogue. Parce que, bien sûr, je disais qu'on aurait souhaité cette rencontre plus tôt, mais on ne pouvait pas non plus l'imaginer forcément. Et comme vous l'avez dit, c'est intervenu à un moment où on ne s'y attendait pas. Tout à l'heure, on a évoqué les cas de nos deux compatriotes qui sont encore en prison, qui sont en prison suite d'ailleurs au procès. Ils ont obtenu et beaucoup d'autres, faut le signer. Et beaucoup d'autres, bien sûr. Mais si le président Talon et le président Yayi ont pu se rencontrer pour échanger et que le dialogue s'est noué entre eux, ça veut dire que probablement, malgré le fait que la justice soit passée, eh bien, il y a aussi des instruments qui permettent à un jour ou l'autre que cette question soit réglée. Puisque d'ailleurs, ça faisait partie des demandes du président Yayi lors de cette rencontre. Et il a évoqué ces cas-là. Il y a aussi ceux qui sont en exil, bien sûr. Et le président Yayi a ajouté, je demande, et c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Donc, c'est en tout cas la preuve que ça reste possible, l'ouverture, le dialogue, pour que, bien sûr, dans le cadre vraiment d'une correction nécessaire qu'il fallait faire pour notre démocratie telle qu'elle évoluait auparavant, avec un certain nombre de faiblesses, il faut aussi que dans la nouvelle donne, on voit comment améliorer les choses pour qu'on reste sur des rails qui allient une vraie et belle démocratie avec les exigences de lutte contre la corruption et les exigences d'aspiration réelle au développement. Voilà. À propos de cette rencontre. Je partage les leçons de mon confrère, à savoir l'humilité, l'ouverture. Mais je partage aussi l'interrogation. La rencontre, oui, on l'a aimé, on l'a apprécié. Mais après la rencontre, c'est en fait aujourd'hui, je ne sais pas, mais en lisant, en analysant l'actualité, en dehors de l'effet, je dirais, bon, psychologique un peu au sein de la population, je ne vois pas encore en fait, le résultat, l'apport bénéfique de cette rencontre-là. Peut-être que ça se passe encore dans les coulisses. Et on va espérer
que d'ici à là, ça sorte des coulisses. Que il y a les quelques libérations, on a oublié de le dire, il y a eu les libérations oui, de professeur Alessandro Tonji. Oui. Bon, on ne sait pas si Oui, parce c'est que la conséquence de la rencontre, la conséquence politique de la rencontre, puisque c'est un processus judiciaire. Oui. Mais bon... Parce que cette lecture, quelque peu, cette lecture, on va dire, politique, quelque peu... Il n'y a pas d'interférence. En fait, c'est le tout remis en cause par les condamnations de décembre, donc on ne peut pas savoir exactement. C'est un processus, en fait, dans les deux cas, ce sont des processus judiciaires qui ont évolué jusqu'à la fin. Donc, pour le moment, en fait, on peut pas, comme les rencontres qui ont eu lieu après les législatives de 2019 et qui ont abouti à la loi d'amnistie. Après cette rencontre Yahi Talon, on n'a pas eu, pour le moins que... On n'a pas eu du concret. On n'a pas eu du concret. On n'a pas eu quelque chose qui permet de dire, en fait, voilà ce que la rencontre Yahi Talon a permis d'avoir. Oui, mais les deux se sont parlé. On peut supposer qu'ils continuent de se parler. Ça, ce n'était pas... Oui, c'est pour cela que je dis, peut-être que ça se passe encore dans les coulisses. Et on va espérer que ça sorte des coulisses parce que, bon, si ça ne devrait que se tenir dans les coulisses, bon, je ne sais pas vraiment. Ça aurait pu se tenir dans les coulisses pour qu'on évite tout ce qu'on a connu en 2021. C'est dans les coulisses, en fait. C'est parce que dans les coulisses, ça n'a pas assez marché qu'on a connu tout ce qu'on a eu en 2021 et qu'on a eu finalement cette rencontre-là. Donc, je ne sais pas comment ça se passe vraiment parce qu'il y a eu, bon, en fait, un grand silence depuis qu'il y a eu cette rencontre-là. Un grand silence sur les étapes à venir. Oui, de toute façon, il n'y avait pas d'espérance particulière à avoir de cette rencontre puisque ce n'était pas annoncé. Ça a été annoncé que la veille. Et puis, les deux, en tout cas, si on s'en tient à la communication, c'est des retrouvailles entre de vieux frères. Bien sûr. Ce n'était pas une rencontre politique. C'était une rencontre politique. On peut l'interpréter de façon politique, évidemment, c'est deux anciens chefs d'État, mais quand vous prenez Yahi Boni lui-même, quand il a pris la parole, non, je retrouve mon frère, on discute. Non, bon, et puis vous savez, entre deux lignes, je lui glisse quelque chose, je lui fais part de ce que j'ai sur le cœur, et puis voilà, il verra comme il fera comme il dans la République. Donc oui, mais s'il y a une situation en famille et que quelqu'un va voir le chef de famille et lui en parle. Oui. Qu'est-ce qu'on attend? C'était déjà pour ce que je dis, c'était déjà pour aller le saluer. Après, on ne peut pas rencontrer le chef sans le saluer. De toute évidence, François Xavier, quand on observe après cette rencontre, vous l'auriez constaté, comme moi, il n'y a plus eu en fait de certaines réactions. Il n'y a plus d'invectives. En fait, tout évolue comme si cette rencontre n'avait jamais eu lieu. Ça, c'est la remarque que je et donc, moi, j'estime que d'une façon ou d'une autre, comme si cette rencontre n'avait jamais eu lieu. C'est peut-être le gain qu'on a eu après cette rencontre, plus d'invectives. Et on a vu à l'occasion du retour des trésors royaux au Bénin, le président Boni Yahi qui a, à travers un post, a félicité le président de la République. Oui. Pour tout ça, c'est dire qu'en fait, les choses changent. Et puis, j'estime que c'est peut-être l'après-rencontre Boni Yahi-Patrice Talon. Il faut dire aussi que le temps politique n'est pas un temps qui va très très vite. Hein? Le temps politique a besoin de temps, si je puis dire. Cette rencontre a eu lieu il y a simplement 4 mois. 4 mois, c'était au mois de septembre. Donc on aura le temps de constater. Voilà, donc l'agenda... Et puis il fallait aussi que l'agenda judiciaire se déroule avant qu'on avise éventuellement sur la suite. Et l'agenda judiciaire, ça a donné, bien sûr, les libérations sous contrôle judiciaire d'un certain nombre de personnalités. Et puis d'autres, moins connues, mais au moins une cinquantaine. C'est vrai que c'est le processus judiciaire, il y a séparation des pouvoirs, ça n'a pas de lien direct avec le pouvoir exécutif, mais il y a aussi un contexte. Il y a aussi un contexte. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir judiciaire ne fonctionne pas hors du contexte global, général de la nation, donc d'un contexte politique. Voilà, donc il faut laisser le temps. Autant. Bon, en attendant d'avoir des preuves palpables ou d'avoir l'après, on peut se contenter pour le moment de suivre les prêches
Exactement. Ça au moins, ça nous est offert. Exactement. En mondovision. Exactement. Donc, on peut s'abreuver à la parole, à cette parole. Oui, voilà. D'accord. Nous allons partir sur notre troisième sujet. Nous allons parler de la Covid-19 parce que aussi inévitablement l'année 2021 s'est déroulée au rythme de cette pandémie comme 2020, mais la nouvelle donne cette année, c'est la prépondérance, en tout cas le leitmotiv, c'est la vaccination. Avec tout ce que le gouvernement a eu à prendre comme mesure, déjà la mise à disposition des vaccins, voilà les campagnes de sensibilisation, bon, qui n'a pas été de tout repos, avec tout ce qu'il y a eu comme interférence ici et là. Déjà, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Non, mais je pense que 2021, malheureusement, a été marqué donc par cette pandémie qui a cloué, je dirais, tout le monde entier depuis 2019. Hein. Oui, fin 2019. Fin 2019. C'est une pandémie qui a fait beaucoup de ravages. Et moi, je voudrais vraiment saluer tout le travail qui a été fait par le gouvernement béninois, par le gouvernement du président Patrice Talon, parce que très tôt, ils ont su, les membres du gouvernement, ont su prendre les taureaux par les cornes, comme on le dit, à travers les campagnes de sensibilisation, à travers également le matériel toute la diplomatie mise en œuvre par le chef de l'État pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir mieux se porter. Et ce qui, moi, m'a également fait beaucoup plaisir, c'est la stratégie qui a été mise en œuvre. Pendant que dans certains pays, il y a eu, comme on le dit, une certaine... le mot il m'échappe. Confinement, un blackout total. Oui. Un blackout total. Ici, les stratégies ont été mises en œuvre pour que les populations puissent sortir, mais qu'elles se protègent, ces populations. Et donc, c'est dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Malheureusement, on a perdu quand même quelques Béninoises et quelques Béninois, mais au chapitre, je dirais, du résultat qu'on peut avoir aujourd'hui, des statistiques, le Bénin a fait beaucoup. Le Bénin a fait beaucoup et continue d'ailleurs de le faire parce que vous l'avez suivi comme moi dans le discours du président de la République, il a rappelé le défi sanitaire reste l'un des gros défis pour le gouvernement du président Patrice Talon. On peut dire déjà en 2020, les efforts du gouvernement étaient salués par rapport à la justesse des décisions prises. En 2021, on peut dire qu'on tient toujours la lutte contre cette pandémie de la bonne façon. Oui, absolument. Le Bénin a fait mieux en fait que beaucoup, y compris hors de notre sous-région. Quand mon confrère Ricardo le rappelait tout à l'heure, quand en 2020, tout le monde parlait de confinement, nous on a parlé de cordon sanitaire. Et je pense que c'était unique. C'est une expérience ce n'est pas vu quelque part, ce n'est pas du copier-coller. On a regardé notre contexte, on a regardé nos capacités, on a regardé comment la pandémie évolue et on a dit, bon voilà la stratégie que nous pouvons mettre en place pour contrer cette pandémie-là chez nous. Et ça a marché. Ça a marché en 2020. Maintenant, avec le vaccin, je pense aussi que même si nous n'avons pas encore, la dernière fois j'ai pris 16%, même si nous n'avons pas encore un taux très élevé, le Bénin fait mieux que beaucoup de pays dans la sous-région. Il y en a qui sont encore à 5%, comme la Côte d'Ivoire, il y en a qui sont encore à 2%, et à côté de nous au Niger, au Burkina. Donc, il y a même des pays dans lesquels l'armée a reçu instruction d'amener les gens se faire vacciner obligatoirement. Oui, mais nous ne sommes pas encore arrivés. Nous ne sommes pas encore arrivés à ces extrêmes-là. Et pourtant, nous évoluons. Je pense que c'est le moment de rappeler à ceux qui sont sceptiques par rapport à l'existence de ce mal-là, qu'il existe vraiment. À ceux qui sont contre la vaccination, que réellement nous n'avons pas besoin en fait d'avoir peur. Ceux qui disent c'est de l'expérimentation et que moi je ne voudrais pas qu'on fasse de l'expérimentation sur moi. Moi j'aime à dire il vaut mieux accepter qu'on fasse l'expérimentation sur toi que de constater après que j'aurais dû faire ça. J'aurais dû servir de cobaye comme bon, certains croient
que de mourir gratuitement. Parce qu'il y a ça qui guette tout le monde, mais avec cette pandémie, c'est beaucoup plus rapide. Nous avons connu de grands noms, de grands professeurs qui sont partis, de grands journalistes aussi, qui sont partis en fait dans la vague de cette pandémie-là. Donc une invitation à toutes les personnes qui hésitent encore à aller se faire vacciner. C'est important, allez-y. Il faut ça pour accroître notre immunité collective par rapport à cette pandémie. Pour notre profession, on pense à Vincent Folly, oui, forcément. Voilà. Il faut quand même noter que pour la vaccination, le combat pour en tout cas, cette course contre la montre lancée pour que le maximum de Béninois se vaccinent, qu'on a plutôt bien fini l'année qu'au début, puisqu'on est passé des 4% à 16%, juste à la faveur de cette campagne d'1 mois de vaccination accélérée. Donc on peut estimer que si on reste dans ce rythme, on devrait pouvoir atteindre les objectifs, en tout cas autour de 60% pour avoir une immunité collective. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je souscris à tout ce que mes deux prédécesseurs ont dit. Et moi, quand j'ai eu l'occasion d'aller me faire vacciner il y a quelques mois, j'ai été impressionné de voir que des gens simples, des ouvriers, donc ce n'est pas que les intellectuels qui vont se faire vacciner, encore que dans la classe de ceux qu'on appelle les intellectuels. Il y a beaucoup de réfractaires. Ce sont eux qui véhiculent. Qui véhiculent les fausses informations. J'ai vu des femmes venir avec leurs bébés, des gens très simples. Voilà, donc ça c'est encourageant. C'est encourageant et je trouve que ça se passe bien. Il y a effectivement eu une bonne approche technique et politique de la gestion de la pandémie dans notre pays depuis 2 ans. C'est à saluer. Et donc aujourd'hui, ce que moi je voudrais simplement faire relever, il y a eu beaucoup de tracasseries pour ainsi dire, mais ça a participé aussi un peu de la gestion. Pour ceux qui faisaient des voyages à l'aéroport et tout ça, il y a eu une vraie donne, un vrai changement sur ce plan-là. Peut-être ceux qui ne savent pas, j'en profite pour le dire, j'ai vu passer des tests. Je n'ai pas encore voyagé récemment, des tests, je veux dire, réglementaires, sur comment ça se passe à l'aéroport pour faire le test Covid et tout. Donc, je parle de test TE et de test Covid, TEST. Aujourd'hui, en rentrant au Bénin, on ne paye plus donc la taxe de test. C'est-à-dire que vous venez avec le test fait à l'étranger, ça suffit pour rentrer à partir du moment où ce test date de moins de 48 heures. Ça fait une économie nette de moins 25 Ah oui, depuis 2 ans, il fallait faire ça, payer dans les 2 sens. Donc aujourd'hui, voilà, donc les gens, beaucoup de voyageurs estimaient que c'était trop, etc. Mais je pense qu'il y a une maîtrise de la chose et qu'à partir du moment où le gouvernement a estimé maintenant qu'il faut changer. Et donc il y a eu un démantèlement à l'aéroport des tests à l'arrivée, à l'entrée. Voilà. Donc ça c'est aussi bien à signaler. D'accord. Nous allons passer à autre chose, à moins que quelqu'un a quelque chose à dire toujours par rapport à la Covid-19. Voilà. Nous allons parler d'économie. La transition, on peut trouver une transition entre la Covid-19 parce que, n'oubliez pas, le gouvernement en 2021, c'est pas moins de 30 milliards qui ont été dépensés pour soutenir les petites et moyennes entreprises. Le président de la République, à la faveur de ses vœux du Nouvel An, a annoncé une enveloppe de 20 milliards pour pour soutenir ces entreprises-là, ces petites et moyennes de taille, en tout cas de tailles diverses qui ont pâti de cette pandémie. C'est pour faire la transition, quand même avec voilà, la belle moisson engrangée par le Bénin sur le marché financier international. Vous vous souvenez, Ricardo Kpekou, on avait commencé en janvier en trombe avec ce fameux eurobond d'1 milliard de dollars sur le marché américain. Ensuite, il y a eu l'inédit, en tout cas la première obligation verte réalisée aussi, engrangée aussi par le Bénin. Et on a fini avec un remboursement anticipé. Bref, en tout cas, sur cette année, on a été prolifique sur ce terrain. Oui, non seulement prolifique, mais il faut dire que 2021 a été une année de très bons choix, de très bonnes performances économiques pour le Bénin. Vous l'avez su bien rappeler, déjà en début d'année sur le marché financier international. Et il faut préciser que le Bénin est parti premier devant la Côte d'Ivoire, devant le Sénégal.
des pays en fait qui étaient habitués justement à ces genres d'opérations, mais qui ont tous été surpris par la promptitude du ministre d'État chargé de l'économie et des finances et de tous les cadres du ministère de l'économie et des finances et donc de tout le gouvernement. C'était une très belle opération, ce qui a rapporté plus de 655 millions de francs CFA au Bénin, preuve que le Bénin surveille si bien le marché financier international, mais que le Bénin sait comment négocier. Parce qu'en fait, pour obtenir tout ça, c'est beaucoup de négociations. Oui, il y avait avec des taux d'intérêt voilà. sur 30 ans, c'était quelque chose de remarquable. Exactement, et il faut vraiment négocier avec les investisseurs, arriver à les convaincre, et les convaincre en fait amène à présenter les efforts qui sont faits par le Bénin, les réformes qui sont menées notamment par le gouvernement, et c'est en ça que au niveau du ministère de l'économie et des finances, au niveau de la direction générale de l'économie et au niveau de la caisse autonome d'amortissement, puisque tout cela était de l'autre côté pour négocier tout ça avec les investisseurs. Et l'autre chose, la conséquence directe, parce que d'aucuns ont estimé que la présence du Bénin sur le marché financier international, en ayant un eurobond aussi lourd, amenait le Bénin à créer beaucoup de dettes pour la postérité, ce qui n'est pas le cas. Parce que justement, moi j'ai eu la chance de rencontrer Anne-Laure Kiechel, vous la connaissez sans doute, elle est spécialiste de la dette publique et conseillère de plusieurs chefs d'État africains et européens en matière de dette publique. Elle a expliqué justement que le Bénin sait gérer sa dette parce qu'en profitant des taux assez bas qui sont sur le marché, le Bénin arrive à anticiper et donc les remboursements, c'est pour ça qu'on a eu un certain nombre de remboursements récemment. Donc c'est dire que tout était tracé parce que justement l'eurobond, la dette publique, les réformes initiées ont permis au Bénin d'avoir une certaine notation. L'agence Moody's, par exemple, qui a noté le Bénin, a félicité le Bénin pour ses performances économiques. L'agence Fitch également, qui plusieurs fois a félicité le Bénin pour toutes les... Voilà, Standard & Poor's. Donc, beaucoup d'agences qui ont aimer tout le travail qui a été fait par le Bénin. Et c'est le fruit justement des réformes qui sont mises en œuvre. Et moi, je voudrais vraiment montrer et féliciter tous les cadres de ce ministère qui font un travail vraiment excellent dans le cadre donc, de la gestion de la dette publique. Et aujourd'hui, on a de l'argent et ça permet de développer, ça permet de construire les infrastructures, ça permet de venir en aide aux femmes pour la microfinance, ça permet également d'aider les enfants pour les cantines scolaires. On a annoncé dans le PAG2 qu'on irait à 70%. C'est dit qu'il y a beaucoup de choses qui se font grâce à la mobilisation des ressources sur le marché financier international. Il y a quelque chose qui m'avait frappé il y a pratiquement une année de cela, en prenant disons le contexte de ce qui avait été réalisé en janvier des journaux spécialisés américains. On a eu remarqué que d'habitude pour ce type d'opération, on commet une entreprise, une société d'intermédiation, des banques connues. Je pense chez nous, la Société Générale, pour ne pas faire la publicité, l'a déjà fait plusieurs fois. Mais il a fallu quand même, parce qu'il y avait beaucoup de scepticisme autour de la capacité du Bénin, il a fallu que le ministre des Finances lui-même et ses hommes mouillent le maillot et aillent négocier pied à pied. C'était quand même assez cocasse, parce que de loin, on a l'habitude de voir ces choses-là de façon fantasmagorique, mais c'était un réel exploit. Oui, c'est un exploit qu'on ne saurait dénier en fait au dynamisme du ministre de l'économie et des finances. Les prouesses qui ont été réalisées pour moi, ont été induites par la stratégie actuelle. Entre-temps, bon, ça c'est encore une fois mon analyse, entre-temps, on pouvait sortir, avoir des ressources, mais on était dans une démarche un peu de Salam Alek, dans une démarche de, bon, en fait, aidez-nous. Mais là, depuis un moment, nous allons avec une démarche responsable. En fait, confiez-nous votre argent
et nous avons la capacité de vous retourner, nous avons la capacité de bien gérer l'argent, nous avons la capacité de faire ceci et cela. C'est ce qui fait, à mon avis, que nous avons davantage nous recueillons davantage la confiance de ces acteurs, de ces opérateurs, de ces pays qui nous font des prêts. Nous font des prêts à des taux bas sur de longues périodes. Et quand c'est comme ça, ça permet de souffler. On prend l'argent et on a la possibilité de faire des choses, de réaliser des choses. Et on a la possibilité d'avoir des réalisations dont les impacts nous permettent en fait d'aller plus vite dans le paiement de ces dettes-là. Donc, une fois encore, ce sont des progrès, des prouesses à saluer. Mais je salue aussi les efforts qui sont faits à l'interne, parce que les efforts, ce n'est pas qu'à l'externe, ce n'est pas que pour aller mobiliser des ressources extérieures. On fait aussi de grands efforts pour la mobilisation des ressources à l'interne, y compris la mobilisation des recettes et des ressources fiscales. Vous savez, désormais, nous avons une maîtrise, une meilleure maîtrise des impôts, de la collecte. Il y a de meilleurs moyens, de meilleurs dispositifs. Et la dématérialisation. Oui, la dématérialisation qui a arrangé tout ça, qui permet en fait d'éviter au maximum la corruption. Aussi, entre-temps, vous allez là-bas, vous négociez peut-être avec quelqu'un qui vous gère plus facilement. Tout était négociable. Tout était négociable. Désormais, les négociations, c'est fini. Alors, sur cette question, rapidement, parce qu'on est pressé par le temps, sur cette question, je soulignerai un mot principalement, c'est la crédibilité. Oui. Donc, le régime en place, le gouvernement en place, donc, président Talon, dans sa vision, donc, bien mise en œuvre par le ministre des Finances. Donc, ils ont travaillé pour vraiment crédibiliser davantage. Qui est devenu en temps ministre d'État. Ministre d'État, tout à fait. De là, ils voient une récompense. Exactement, exactement. Donc, ils ont travaillé à rendre davantage crédible la signature du BNS, qui crée de la confiance. Première des choses, donc, que je dirais. Deuxième des choses, c'est que la dette est un outil de travail, de développement partout. Les gens seraient peut-être surpris de savoir que même un pays comme la France a des dettes. La Grande-Bretagne, les États-Unis, le Japon, le pays plus endetté de la Terre. Exactement, ce sont des pays qui sont endettés. Mais ce sont des dettes, ce sont des crédits qui se font et dont on voit l'impact concrètement. Donc, je pense que nous sommes dans un processus du même type. Et donc, on peut vraiment espérer que, déjà, on voit des impacts concrètement aujourd'hui et que dans les années à venir, on en verra davantage, notamment avec le PAG 2 qui va être parce qu'il y aura beaucoup d'argent à mobiliser, parce qu'on passe de 12 000 milliards. Voilà. Et pour conclure, moi je reprends toujours mon antienne. Voilà, je souhaite que au niveau de la presse aussi, on voit ces réformes-là. Qu'il y ait un big bang, dans ce domaine. Et qu'on rentre dans un nouvel écosystème des médias avec des groupes de presse plus forts, plus solides, avec un épanouissement socio-professionnel des acteurs de la presse et aussi avec l'excellence qui sera davantage la pièce de fabrique des médias construits dans un nouvel écosystème demain. Voilà. Merci, on ne pouvait pas mieux finir là-dessus. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà, on va espérer que cette année 2022 voie quelque peu des réformes majeures dans notre secteur. Le porte-parole du gouvernement avait semblé l'annoncer. Tout à fait. La ministre en charge de la communication aussi, donc qui est donc madame la ministre du numérique et de la digitalisation, mais qui a annoncé de son portefeuille la communication. L'a dit fin décembre à l'Assemblée nationale en prenant présenter soutenir le budget de son secteur qui a été augmenté de 150%, qu'elle a donc dit que les médias seront une priorité en 2022. C'est le meilleur vœu qu'on puisse se faire effectivement. Ok, merci à vous. Il y avait d'autres sujets sur la table, mais bon, le temps, on devait parler du terrorisme, de la route des pêches, et puis de la douane notamment, mais bon, on reviendra là-dessus. Merci Prudence Akondé, je rappelle que vous êtes journaliste, analyste également. Bon, on espère vous retrouver plus souvent. Oui, il n'y a pas de problème. D'accord. Ricardo Pégou. C'est un plaisir. François-Xavier, merci. Yannick Hassani, merci pour avoir honoré de votre présence. Chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Dans quelques secondes, vous aurez droit au bulletin d'information.